Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Radio Les Insolites. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps en compagnie de Yael Azagouri pour vous parler du livre Mazel Tov, publié en 1930 par Blanche Bendahan. Yael, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ce jour un peu pluvieux pour une remontée dans le temps dans le nord du Maroc. Quelques mots sur ton parcours avant tout. Tu as grandi à Tanger, tu es diplômé de l'université Sorbonne Nouvelle, Institut des études politiques à Paris et de Columbia University. Tu résides aux États-Unis où tu continues à enseigner ou tu as cessé d'enseigner ? Je n'enseigne plus. Tu n'enseignes plus. Où tu écris des critiques littéraires et prépares des chroniques pour de nombreuses publications. Tu viens de publier cette année, avec Francis Molino, la traduction en anglais du livre Mazel Tov de Blanche Bendahan. Comme je le disais, livre publié en 1930 et désormais plus disponible dans sa version originelle française. On va commencer directement. Peux-tu nous dire en quelques mots de quoi parle Mazel Tov et qui est Mazel Tov? Et merci. Bonjour Stéphanie. Oui, c'est un roman publié donc, comme tu disais, en 1930. Et Mazel Tov, c'est le nom de l'héroïne. C'est une jeune fille très belle et intelligente qui habite le Mellah de Marrakech. Alors le Mellah, je dirais plutôt la Juderia en fait, pour être exact. La Juderia, c'est donc le nom espagnol, du Mellah, et c'est donc le quartier juif de Tétouan. Voilà, Tétouan. Et cette jeune fille est brillante. Elle va, nous sommes au début du siècle, du XXe siècle, et cette jeune femme va être mariée, enfin on va la marier plutôt, à un Tétouanais juif également, de 25 ans son aîné, qui s'appelle José Halfon. Alors on le fait parce que sa famille est un peu appauvrie, et José Halfon, qui est parti aux Amériques, en Argentine pour être précis, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, est allé en Argentine pour faire fortune et est revenu pour prendre femme parmi sa communauté, parmi les belles de la communauté juive. Et le choix, c'est Mazel Tov, son choix, la plus belle des belles de cette Rodelia. Alors, petite précision, c'est un mouvement, c'est une migration commune à la fin du 19e siècle. Les Juifs du Maroc, et en particulier de la zone nord, partaient pour essayer d'améliorer leur sort, car il y avait une grande crise économique au Maroc qui affectait juifs et musulmans. Et ces juifs partaient donc, et d'abord comme marchands ambulants, et ensuite, peu à peu, s'établissaient en créant des maisons de commerce et s'enrichissaient. Pas tous, évidemment, mais enfin, il y en a quand même une partie qui s'enrichissait, qui revenait, et voilà, comme j'expliquais, prenez femme. Et donc Mazel Tov est mariée contre son gré à cet homme un peu rustre, pas particulièrement de son niveau intellectuel, disons, mais il est riche. Elle, en revanche, est amoureuse de son ami d'enfance qui s'appelle Jean. Et Jean est moitié juif, moitié chrétien, c'est un libre penseur, et voilà, c'est un peu l'histoire de ce déchirement. Et l'histoire de ce déchirement, c'est pas le seul déchirement que nous avons dans le texte. Le déchirement essentiel, c'est vraiment entre la fidélité à une communauté très traditionnelle et traditionnaliste, qui veut qu'on respecte les traditions, les coutumes de ces juifs marocains, tétouanais,
et donc évidemment que l'on épouse quelqu'un de cette communauté, et la modernité à laquelle Mazal Tov, comme bien des juifs comme bien des juifs sont confrontés à cette arrivée de la modernité au début du XXe siècle, grâce à l'Alliance israélite universelle qui s'installe à Tanger et à Tétouan, je dirais, à partir de 1862. Voilà, donc c'est vraiment cet écartèlement entre tradition et modernité, je dirais. C'est ça le thème essentiel. Et le roman, c'est vraiment que va-t-elle faire, que va faire Mazal Tov devant confronté à ce choix un petit peu impossible entre rester fidèle à ce mari qui part et qui l'abandonne après l'avoir épousé et qui repart en Amérique, et son cœur qui l'incline vraiment de manière très violente, enfin très profonde, vers ce Jean, son ami d'enfance, délicat, voilà. Qui aime la poésie. Qui aime la poésie. Avant d'aller plus avant, on va quand même dire Mazal Tov porte un nom. Puisque Mazal Tov veut dire la bonne fortune, donc ses parents l'ont doté d'un nom qui est censé lui apporter un destin riche de bonheur. On va voir à quel point, au fur et à mesure de la lecture de ce très beau texte, c'est un très très beau roman, sa bonne fortune ne s'avère pas. Elle est malheureusement aussi en quête d'ailleurs. Ces ailleurs pour elle sont souvent synonymes d'aspiration heureuse. On voit là aussi qu'on est à des tournants, en fait, quand tu parles très très justement de modernité. On va revenir un peu sur la naissance de ce roman et sur Blanche Bendahan, parce que c'est quand même une femme qui a écrit ce livre, qui elle-même est née à Oran et qui a connu Tétouan de manière un peu plus épisodique que son personnage, mais qui, semble-t-il, se projette quand même beaucoup dans les différents personnages de son livre et pas seulement dans Mazal Tov. C'est un livre qui a obtenu, je l'ai oublié en ouverture, le prix de l'Académie française en 1931. Donc c'est quand même un livre qui est assez dense dans la description des émotions qui traversent Mazal Tov, mais pas seulement les émotions, c'est aussi une fine description. Parle-nous un peu de Blanche Bendahan. C'est un personnage très intéressant, me semble-t-il, pour qu'on puisse comprendre un peu mieux les tissus, comment il fait ce livre en fait. Oui, alors Blanche Bendahan est, je dirais, bon, pour commencer, et puis après on peut revenir là-dessus, c'est vraiment une personnalité diasporique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle est formée de plusieurs couches successives d'identité et de culture. Et c'est un petit peu la caractéristique du juif séfarade, je dirais, mais je commence un petit peu par la conclusion, je vous expliquerai. Voilà, donc ce juif séfarade qui a plusieurs allégeances et plusieurs loyautés. Au début du XXe siècle, et je rappelle qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas dans l'ère des nationalismes, ça viendra après. Donc le cosmopolitisme, c'est d'ailleurs, je pense qu'on peut aussi l'appliquer pas seulement à des juifs, mais à plusieurs groupes, aux musulmans, aussi dans plusieurs régions du Levant. Donc, Blanche, alors elle est née en 1893, bien que vous trouverez peut-être des dates de naissance un petit peu contradictoires, parfois on voit 1903, mais elle est vraiment née en 1893, et elle est née d'une mère espagnole qui s'appelait Maria Fernandez, et qui l'a eue à l'âge de 19 ans, hors mariage, donc Blanche Bendahan est une fille naturelle. Ce qui forme, bien sûr, bon, après on peut projeter beaucoup d'interprétations sur le personnage et comment le personnage influence l'écriture. Mais enfin, je trouve que c'est pas non plus un hasard qu'elle soit fille naturelle, qu'elle soit un petit peu en marge de sa société, ni complètement. Enfin, elle est juive, mais c'est pas très clair parce que son père est un juif tétouanais. C'est son père biologique, qu'il adopte quelques mois après la naissance de Blanche, de sa naissance, alors que la mère est morte, comme je disais, elle est morte en couche. Et ce père s'appelle Hayo Ben Oliel,
Et il venait de la communauté tétouanaise qui avait migré en masse depuis la guerre hispano-arabe de Tétouan, la campagne de 1859-1962. Et un grand nombre, enfin, 1860. Pardon, 1860, 1859-1962. Et cette une partie de cette communauté était partie pour Oran, parce qu'à la recherche, peut-être d'un petit peu plus de liberté, c'était déjà en partie français. Donc cette famille tétouanaise s'établit à Oran, et Hayo a cette fille légitime qu'il adopte. Alors je reviens sur est-elle juive, est-elle pas juive? On imagine qu'il convertit sa fille, mais on imagine, c'est pas très clair. On n'a pas trouvé, Francis et moi, de registre de conversion voilà, c'est pas très très clair, mais on imagine qu'elle a dû être convertie, et il l'emmène quelques mois après sa naissance, il l'emmène en France, ce qui est quand même un parcours assez inhabituel, je dirais, si tôt, disons, au début du XXe siècle. Évidemment, vous savez tous que les Juifs algériens partiront en masse, s'exileront en masse à partir de 1962. Donc ils partent en France en bougeant pas mal, Nice, Marseille, Paris, Grenoble, que Blanche considère une ville chère à son cœur. Et à l'âge de 14 ans, ils reviennent à Oran. Alors entre-temps, je dirais que Hayo, donc le père de Blanche, a épousé une dame du nom de Marie-Hortense Ginoux, dont on a longtemps pensé qu'elle était en fait l'institutrice, mais qui, il s'avère, est en fait la belle-mère, la marâtre de Blanche. Et il semble qu'il y ait une relation très très forte qui se soit formée entre Marie et Blanche, puisqu'en fait le roman est dédié à Marie-Hortense Ginoux. Et voilà, et la dédicace spécifique, en fait, c'est un roman qu'elle dédie, ce roman juif, à Marie-Hortense, catholique et chère à son cœur, à nouveau. Donc tout ça, c'est important pour comprendre un peu ce roman et les mouvements et le brassage d'idées, enfin toutes les différentes voix du roman. Voilà. Donc elle retourne à 14 ans. Entre-temps, Hayo a divorcé de Marie-Hortense, donc il avait déjà une vie un petit peu sentimentale, mouvementée, je dirais. Et quelques années plus tard, finalement, il épouse en bonne et due forme une juive tétouanaise. Il satisfait aux us et coutumes de sa propre communauté d'origine. Voilà. Alors, quant à Blanche, que se passe-t-il avec Blanche? Eh bien, elle aussi, elle épouse un juif d'origine tétouanaise qui s'appelle Gaston Bendahan, donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Bendahan. Et il est plus âgé qu'elle, c'est pas particulièrement rare, hein, peut-être je crois qu'une quinzaine d'années, et il semble qu'il n'y ait pas d'enfant. Et donc, ce qui est intéressant, donc à la fois je disais, c'est qu'elle est à la fois fille naturelle, elle est femme et elle est juive. Et ça forme trois aspects de sa personnalité qui la rendent un petit peu en marge, comme je disais, de cette société oranaise où, je rappelle, il y avait énormément d'antisémitisme, en particulier au lendemain de l'affaire Dreyfus. Et cet antisémitisme, bien sûr, il faut bien sûr dire les choses un petit peu, était souvent attisé par les colons français qui montaient une communauté juive contre la communauté musulmane et créaient des tensions, bien sûr, divisées pour mieux régner, je dirais. Exactement. Voilà, donc ça c'est un peu sa vie, et on pense qu'elle a dû passer plusieurs séjours à Tétouan. Fran, ma collègue, a fait beaucoup de recherches à ce sujet. Elle a trouvé même des documents à l'Alliance qui attestent précisément de certains épisodes dont Blanche parle dans le roman. Voilà, donc et Blanche elle-même écrit beaucoup sur le séfaradisme.
Et alors je rappelle, la communauté de Tétouan juive de Tétouan est une communauté hispanophone parlant le judéo-espagnol, le Haketia, et s'enorgueillit, se targue d'être l'héritière de cette sorte d'aristocratie séfarade venue d'Espagne, venue d'Andalousie au XVe siècle, et apportant avec elle tradition intellectuelle et enfin coutumes mais gastronomiques et bien sûr le parler, ce judéo-espagnol très savoureux, ce haketia, qui est un mélange d'espagnol avec des mots d'arabe, des mots d'hébreu, et qui forme une sorte de dialecte assez, enfin, vraiment plein très haut en couleur. Voilà un petit peu pour Coup d'enfant. Merci beaucoup. Blanche était aussi poétesse. Elle a écrit des recueils de poésie, poèmes en short, donc les shorts que portaient les femmes probablement de manière assez nouvelle à l'époque quand le recueil sort. On le sent dans le roman, il y a, comme tu le dis très justement, alors le roman n'a pas été écrit en Haketia, il y a quelques passages qui vont rappeler qu'à Tétouan, à cette époque-là, la communauté juive parlait le Haketia, mais même la langue, alors moi je l'ai retrouvé en anglais, même la langue en anglais, puisque le livre, vous l'avez traduit, toi et Francis et toi, avec le passage du français à l'anglais, on retrouve quelque chose de très riche, de très fleuri, à la fois de très profond, c'est très imagé, la description de la ville de Tétouan, qui est souvent décrite presque un peu comme une sorte de clos dans un clos, hein, c'est une partie de Tétouan, la Juderia, qui est enclose déjà dans une ville qui semble déjà très enclose sur elle-même, donc ça fait une sorte de paysage mental, hein, qui se répercute entre les désirs d'ailleurs, qui peuvent être, on le disait il y a quelques jours, aussi une sorte d'aspiration vers l'ailleurs, finalement tronquée, faussée, hein, qui est voilà l'image de chez les autres c'est mieux, là-bas c'est mieux, là où ça n'est pas chez nous, ça ne peut pas être aussi épanouissant, aussi émerveillant. Donc ce livre raconte aussi de manière très précise le mode de vie de la communauté juive de Tétouan à cette époque-là. On peut le lire uniquement comme un roman. On dirait que l'intrigue est animée de ce désir amoureux, plus ou moins satisfait, on n'en dira pas plus. Mais on peut aussi le lire vraiment comme une étude de mœurs du début du XXe siècle. C'est ce qui t'a intéressé aussi quand tu as fait ce travail, c'est de replonger dans une atmosphère de ville avec ce regard presque, je vais dire un mot qui est peut-être pas le meilleur, mais ethnographique ou historiographique. Oui, bien sûr, oui. Elle fait un travail très précis de compilation, de recueil, enfin, de ces dictons, proverbes judéo-espagnols, et puis des traditions vraiment de la naissance à la mort, hein, en passant par le mariage, qui est évidemment très important, le mariage de Mazal Tov à José Halfon. Et elle recense ces différentes coutumes. Et je dirais que c'est un travail important, d'abord parce que l'ethnologie connaît son essor en France, hein, mais pas seulement en France, je dirais en Espagne aussi, et tous les deux lieux sont très importants dans le texte. À partir du début du XXe siècle. Et donc, c'est non seulement ça, je dirais, bon, alors, je le rappelais l'autre jour, il y a l'Institut d'ethnologie qui est créé à Paris en 1925. Il y a un philologue du nom de Ramón Menéndez Pidal qui est élu à la Real Academia Española en 1901. Et Ramón Menéndez Pidal cherche à retrouver, par exemple, ces romances, ces ballades judéo-espagnoles, qui vont partie
de cette tradition séfarade et qui sont chantées jusqu'à ce jour. On me les chantait à moi quand j'étais enfant, je les ai chantées moi à mes enfants. C'est des ballades qui trouvent leur origine au début, vraiment dans l'Espagne médiévale et Renaissance. Et elle raconte des histoires de la reconquête, de la reconquista. Donc c'est pas vraiment particulièrement des ballades juives, hein. C'est vraiment des ballades traditionnelles espagnoles, ibériques. Hein. Et lorsqu'on veut retrouver cet héritage, hein, lorsque les Espagnols cherchent à retrouver un petit peu de quoi leur propre héritage chrétien avait l'air, eh bien, ils se tournent vers cet héritage séfarade qui a le mieux conservé, préservé ces romances. Et donc, c'est assez intéressant parce que on veut réévaluer, retrouver des cultures perdues. Et tout ça, je dirais, c'est un petit peu dans l'élan du colonialisme aussi. Alors, souvent, on trouve, on se dit, le colonialisme a fait beaucoup de mal, on le sait, évidemment, mais il faut aussi voir un petit peu l'aspect, le côté découverte de l'ailleurs. Il y avait chez certains, pas chez tous, hein, chez certains, grande majorité, c'était un peu la force brute, je dirais, hein, on colonise, mais chez d'autres, il y avait un véritable désir, soif, hein, de connaître les autres et les ailleurs. Voilà. Donc, c'est un petit peu dans ce contexte-là que vient se greffer le travail de Blanche Pindin. Et il y a beaucoup d'autres juifs séfarades qui se projetteront, qui suivront ou qui seront dans la même lignée, dans la même mouvance. Il y a un philologue et linguiste de Tanger, du nom de José Ben Oliel, qui recueille le langage Raquetia et qui publie le premier dictionnaire de Raquetia en 1928. Du côté de la France, on s'intéresse aussi aux Juifs et on a souvent... On pense toujours à l'entre-deux-guerres comme un moment particulièrement antisémite, mais il y a aussi une tendance philosémite, je dirais, un souhait de connaître les autres, de s'intéresser aux Juifs, de les intégrer un peu mieux au lendemain de l'affaire Dreyfus et au lendemain de la Première Guerre mondiale, qui après l'Union sacrée, prétend et rêve d'une communion de peuples, d'une communion universelle des peuples, et on a l'impression, et les Juifs eux-mêmes s'enthousiasment, et commencent à se sentir plus partie de la nation française à part entière, je dirais. Voilà pour l'ethnographie. On va aborder sur une dernière question la notion de la modernité, puisque là on est parti un peu dans les temps, voilà, c'est-à-dire une sorte de récapitulatif de ce que pouvaient être les traditions avant, mais c'est aussi un roman de la modernité dans... alors tu as parlé d'écartèlement entre deux hommes, deux territoires, deux manières de vivre, hein. Il y a beaucoup de personnages dans ce roman, beaucoup font écho, j'ai envie de dire, aux aspirations non dites de Mazel Tov. C'est un roman de modernité, c'est un roman aussi où cette femme, qui est prise un peu comme dans une sorte de remous, de tempête, elle a des aspirations qu'on désormais on appellerait féministes. Ça clôturera notre rencontre, mais dis-nous-en un peu plus sur ce texte qui aspire à être dans la modernité. D'abord, qu'est-ce que la modernité en regard de cet environnement-là ? Eh ben, non, je suis contente que tu me poses cette question. Je voulais en fait en parler au début quand tu as parlé précisément du Mélar comme lieu clos et un peu étouffant, oppressant. Alors d'abord, le maître mot de ce début de siècle, et pas seulement dans les pays, au Maroc, je dirais, mais un peu partout en Europe, c'est la régénération. Il faut se régénérer de siècles d'obscurantisme
Et l'Alliance israélite universelle, cette organisation juive française qui prétend apporter la modernité, qui souhaite apporter la modernité aux Juifs de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, cherche précisément à régénérer ces Juifs tombés un petit peu dans ce qu'on appelait dans le temps, enfin on regardait de manière un petit peu caricaturale, on disait la léthargie des pays arabes, des pays musulmans, de l'Empire ottoman, enfin de l'Empire du Maghreb évidemment, parce que le Maroc n'a jamais fait partie de l'Empire ottoman. Et on se disait le siècle de sommeil intellectuel, enfin sommeil entre guillemets bien sûr, parce qu'il y a plein de choses. Voilà, vous connaissez. Et donc l'idée et du coup ces roudelias, ces mellars, ces quartiers juifs eux-mêmes étaient étroits, étriqués, les ruelles sont étouffantes, il y a pas d'air, il y a pas de ciel. C'est bien sûr c'est caricatural, c'est pas aussi clair que cela, c'est pas aussi c'est pas aussi caricatural que cela, catégorique que cela, mais l'idée c'est d'apporter une modernité. Alors modernité, comme tu le dis très bien, c'est quoi la modernité ? C'est un terme un petit peu qu'il faut prendre avec des pincettes. Et en fait, ce que Blanche maintenant comprend très bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment cette dichotomie. Enfin, effectivement, elle existe entre tradition et modernité, mais ce qu'elle fait de manière assez étonnante et assez en avance sur son temps, c'est qu'en fait, elle nuance. La modernité est désirable, elle apporte effectivement des nouveaux modes de pensée, des nouveaux modes d'apprendre, des nouveaux modes de respirer, comme on disait à propos du Mellard, mais elle est aussi, il y a un ferment de mort dans cette modernité, tout à fait, je dirais. Et du coup, par exemple, il y a un passage, on n'a pas le temps de le lire ici, dans le cadre de ce podcast, mais il y a un passage où l'oncle Salomon, qui est l'oncle de Mazal Tov, parle de ses séjours en Europe. Il a longuement vécu un petit peu partout en Europe, et effectivement, mais il est revenu à Tétouan, curieusement. Pourquoi ? Parce que et c'est un passage vraiment frappant, parce que il parle de la solitude que l'on trouve en Occident, et de cette perte du sens de la communauté, du sens de la fraternité, je dirais même. Et un peu de ces morts, de ces vieillards que l'on retrouve morts dans des morgues, sans personne pour les y accompagner, pour avoir accompagné leur dernier souffle. Donc, ce qui est très très, je dirais, subtil chez Mandahan, c'est qu'elle mitige l'opposition tradition et modernité, et je trouve ça vraiment très très en avance sur son temps. C'est ce que nous verrions aujourd'hui, après un siècle d'avoir compris tous les méfaits de cette modernité dont on fait l'expérience jusqu'à nos jours. Complètement. En cas de délitement des liens, on essaye de les maintenir, mais c'est très difficile. Merci beaucoup Yael de nous avoir donné encore plus envie de lire Mazel Tov, publié en 1930 par Blanche Bendahan. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et à bientôt pour nos aventures sur Radio Les Insolites. Merci Stéphanie. Merci. Merci à tous.